Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, bonne année à tout le monde, hein, puisque on est encore dans les délais pour souhaiter la bonne année. C'est le troisième webinaire, alors qu'on appelle Webifil chez VGFil. Le troisième Webifil sur les ravageurs et les auxiliaires. Ce Webifil et les deux précédents en fait font suite à la conférence qui aurait dû se tenir au mois d'octobre 2020, la conférence internationale sur les ravageurs et les auxiliaires en agriculture, et qui n'a pas pu se tenir pour les raisons que tout le monde connaît, et qui est reportée en 2021, en octobre 2021. Alors, dans cette conférence, il était prévu une présentation de 90 communications qui était très riche d'informations et de sujets originaux. Et le comité d'organisation de cette conférence et le conseil d'administration de VGFil ont souhaité partager certaines de ces communications qui paraissaient plus intéressantes ou plus originales ou dont les résultats méritaient d'être présentés en avant-première. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé ce Webifil d'aujourd'hui. Donc, on a la joie d'accueillir François Dumont, qui est donc chercheur au Centre de recherche agronomique de Mirabel au Canada. Donc, ça, c'est les merveilles de la technologie. On peut avoir comme ça des correspondants à l'autre bout du monde. Alors, avec un petit décalage horaire, mais bon, je pense que c'est pour ça qu'on a trouvé ce créneau qui permet à tout le monde de pouvoir s'organiser. On va parler d'un sujet, moi, qui m'avait passionné quand j'ai lu la communication, qui était la mesure de l'agressivité d'un auxiliaire, donc en l'occurrence une punaise qu'on n'a pas nous ici en Europe, mais donc une punaise prédatrice. Et donc le sujet, moi, j'avais trouvé très intéressant, parce que je m'étais jamais posé la question de la mesure de l'agressivité d'un auxiliaire. Et donc, François va nous présenter ces travaux qui, bien qu'ils soient assez spécifiques de la situation canadienne ou américaine, en fait, je trouve que le type de travail qui a été mené, le type de recherche est tout à fait utilisable, me semble-t-il, dans d'autres contextes de lutte biologique et avec probablement d'autres auxiliaires. Ce Webifil va durer 1h30, donc il se terminera à 16h30. J'essaye d'être très ponctuel. Je demande aussi aux intervenants de l'être. Les questions donc il y aura 3 parties dans la présentation que François va nous montrer. À la fin de chacune de ces parties, on fera une petite séance de questions. Les questions sont à poser sur le chat. Nous, on rassemblera avec Alice ces questions pour les reposer, les reformuler à François. Donc voilà le système de fonctionnement. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout expliqué. Alice, je te laisse la parole. Donc en fait, VGFil, c'est l'association pour la santé des végétaux. Elle a été créée en 84. C'est une association de loi 1901. Et elle correspond en fait à la plateforme d'échange sur la santé des végétaux, en favorisant bien sûr les échanges scientifiques et d'informations à partir de références pour protéger durablement les végétaux qui sont au service de l'homme, son alimentation et de l'environnement. Alors, le but de l'association, c'est de fédérer tous les acteurs de la santé des végétaux afin de favoriser les échanges au maximum. Et puis, voilà, c'est pour ça que l'association est composée de 13 commissions, dont le Columa qui œuvre sur les mauvaises herbes, la commission maladie, la CEB, c'est la commission des essais biologiques qui réalise notamment les méthodes d'expérimentation CEB. Il y a la commission ravageurs et auxiliaires qui œuvre en particulier sur l'organisation de la conférence IRA. Et puis aussi, il y a des groupes de travail, donc autour d'une vingtaine, donc sur les maladies du feuillage de la vigne, les ravageurs souterrains, les résistances aux insecticides, pardon. Et donc le but, c'est d'informer les gens via des conférences et aussi de proposer des formations. Donc voilà, donc
les livrables, les productions de VGFIL, ce sont les méthodes d'expérimentation CEB, des formations, donc 4 en expérimentation et 2 autres, une sur la protection biologique intégrée et une autre sur la reconnaissance des adventices. On a aussi tous les annales des conférences, donc on a un petit paquet. Il y a la base de données bibliographique qui devrait être disponible sur notre site au premier semestre. Il y a également la base de données terminologie, où vous retrouverez les termes qui sont propres à la protection des végétaux. Et puis une revue qui s'appelle Phytoma. Il y a eu dans le numéro de novembre, justement, un article de Monsieur Dumont qui était paru. Donc voilà. Et puis, nouveauté depuis la fin de l'année dernière, les Webifil. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez notre site internet, vgfil.fr, et puis nos coordonnées. Donc voilà, je vous laisse la parole. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des résultats de recherche qui se trouvent à faire partie d'un programme de recherche sur la punaise terne. Depuis 2015, on a une vingtaine de projets sur ce ravageur-là au Québec, dans lequel on étudie sur différentes cultures, mais principalement sur la fraise. Et à l'intérieur de ce programme-là, il y a tout un volet sur la punaise nabis. C'est les résultats sur nabis que je vous présente aujourd'hui. Plusieurs de ces résultats-là font partie de projets qui sont toujours en cours, donc certains résultats sont préliminaires, pas préliminaires, mais disons pas encore complets. Et certains résultats ont été analysés aussi cette semaine, donc je n'ai pas nécessairement toujours un grand recul, on pourra en discuter, ça pourra générer de la discussion. Je ne fais pas ça seul, je fais partie d'une équipe internationale. On a Pierre Royer qui fait une maîtrise ici à l'Université du Québec à Montréal. C'est tout lui qui fait le volet sur l'agressivité des punaises nabis. C'est un Français de la Charente. On a Myriam Sola qui nous vient de la Catalogne. Et Caroline Provost, qui est ma patronne ici, québécoise comme moi. Et Éric Lucas, c'est un breton naturalisé québécois, depuis qu'il est professeur à l'UQAM. Donc, le système que je vous présente aujourd'hui, je focus sur 3 organismes. Le ravageur, qui est la punaise terne, Ligus lineolaris, je ne suis pas très bon en latin. Cet insecte-là, en Amérique du Nord, est connu pour exploiter 380 hôtes différents et 120 de ces hôtes ont une importance économique. Il va causer des dommages dans des cultures très différentes comme la fraise, les poivrons, le coton, le canola, le céleri. Donc, c'est vraiment un insecte polyphage très important. Et les 2 prédateurs qu'on va étudier, ils sont évidemment Nabis americoferus et Orius insidiosus. Ce système-là, évidemment, vous ne l'avez pas chez vous, mais vous avez des équivalences d'autres insectes similaires en Europe. Je me garde quand même de faire certaines comparaisons parce que je ne connais pas bien votre système, mais possiblement que certaines de nos conclusions ici peuvent être pertinentes chez vous aussi. Pour vous situer un petit peu pour la punaise terne dans son cycle saisonnier ici au Québec, évidemment, en ce moment, les punaises sont sous la neige, en hibernation. Elles hibernent sous forme adulte et elles émergent vers la fin avril où elles vont sortir de leur diapause, se reproduire et générer la première génération de punaises ternes. C'est exactement la même chose pour Nabis qui suit un cycle très similaire à la punaise terne, mais légèrement décalé. Donc, il arrive à peu près 2 semaines après. Ensuite, les adultes de la première génération qu'on va voir fin juin, début juillet, vont à leur tour se reproduire et générer la 2e génération. Cette génération-là va avoir c'est à cette génération-là qu'on va atteindre des pics de population. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on produit le plus de fraises à jour neutre. Et donc, ces fraisiers-là sont très vulnérables aux populations et aux ravages que peuvent causer la punaise terne. Et dans les bonnes années, comme ça a été le cas l'été dernier, on peut voir une 3e génération de punaise terne qui va être chevauchante avec la 2e. Vers la fin, là, vers mi-septembre, octobre, les punaises se préparent à l'hiver, donc ils se préparent à hiberner. Les 2 prédateurs qu'on présente, Nabis et Orius, sont des prédateurs généralistes. Et il y a certains avantages à utiliser des prédateurs généralistes, notamment parce qu'ils vont s'attaquer à divers ravageurs, pas seulement la punaise terne, mais par exemple des pucerons. Orius est connu pour s'attaquer à des thrips,
à des aleurodes, à des tétraniques. Donc, ces prédateurs-là, dans un système, peuvent vous aider pour différents problèmes. Et le fait de pouvoir consommer des proies très différentes fait que ces prédateurs-là vont pouvoir avoir une densité qui est indépendante du ravageur ciblé, par exemple ici de la punaise terne. C'est donc dire leurs populations peuvent s'établir avant même que le ravageur devienne un problème. Dans le cas de Nabis et d'Orius, elles ne sont pas connues pour causer des dommages au plant non plus. Il existe des prédateurs, surtout dans la famille des Myiridés, la même famille que la punaise terne, qui sont utilisés comme agents de lutte biologique, qui sont commercialisés, notamment en Europe, et qui causent des dommages au plant, mais ce n'est pas le cas de Nabis et d'Orius. Un des désavantages qu'on peut voir avec des prédateurs généralistes, c'est qu'ils peuvent s'attaquer à des organismes non ciblés, notamment à d'autres agents de lutte biologique. Par exemple, Nabis peut s'attaquer à Orius. Ces deux prédateurs-là ont un mode de chasse qui est très différent et qui est plutôt intéressant dans l'utilisation combinée de ces deux agents de lutte biologique-là. Nabis, c'est un prédateur embusqué, donc qui attend sa proie et qui saute sur elle quand il y a une rencontre. Et Orius, c'est un prédateur actif. Il va chasser, aller à la rencontre de sa proie. Et une étude récente de Hagler qui a été menée en Californie, je crois, dans les fraisières biologiques où ils disposent des plantes de la luzerne comme plantes pièges pour la punaise terne. Ils ont remarqué que le mode de chasse influençait en fait l'efficacité en fonction de la plante hôte. Donc, sur fraisier, 20% des Nabis qui avaient été capturés avaient consommé de la punaise terne et à peu près un nombre équivalent là, pour Orius avec 18%. Par contre, les Nabis capturés dans la luzerne, 40% de celles-ci avaient consommé de la punaise terne, donc étaient plus efficaces dans la luzerne que dans le fraisier. Probablement parce qu'il y a plus de punaise terne dans la luzerne et donc plus de rencontres avec la proie, donc plus d'occasions de l'attaquer. Alors que pour Orius, vu qu'elle va à la chasse de ses proies, ça ne change rien que ça soit sur fraisier ou sur luzerne. Donc, l'objectif général de notre projet, c'est de valoriser Nabis dans un contexte, comme je vous le disais, avec Orius. Donc, Nabis comme rôle principal et Orius qui jouerait un rôle secondaire. Notre programme de recherche se divise en trois principaux volets. Donc, explorer le potentiel. Déjà, Nabis, on ne connaissait pas nécessairement son taux de voracité envers la punaise terne. On ne savait pas trop quel potentiel elle pouvait avoir. Donc, on va voir ces résultats-là sur le potentiel en laboratoire et puis on était la tester en champ. On s'intéresse à la variabilité phénotypique et génétique, surtout sur l'agressivité. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et on s'intéresse à son efficacité en champ et en serre. On a aussi un volet pour améliorer les méthodes d'élevage que je ne vous présenterai pas aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nabis, ce n'est pas un agent de lutte biologique qui est commercialisé, mais pourrait l'être éventuellement. Donc, on a testé en laboratoire la voracité des prédateurs, autant de Nabis et d'Orius. On le fait dans des petits pots de plastique comme celui-ci, qui font environ 15 cm de diamètre. Sont des boîtes carrées. Donc, le test consistait à mettre à jeun un prédateur pendant 24 heures. On lui offrait 15 proies, donc 15 punaises ternes, et on le laissait 24 heures avec ses proies. Donc, à la fin de ce test-là, bien, on ouvrait et puis on pouvait compter combien d'individus ils avaient consommé. On a fait différents traitements. Donc, pour chacun des prédateurs, on a testé 3 stades de développement. Stade adulte, stade de développement larvaire 5 et 3. Ce que je n'ai pas mentionné ici, c'est que autant la punaise terne que Nabis que Orius ont 5 stades de développement larvaire avant de devenir adultes. Donc, on a testé tous ces stades de prédateurs-là contre différents stades de la punaise terne aussi. Donc, adulte, L5, L3. Étant donné qu'Orius est un prédateur beaucoup plus petit, on a testé sur des plus petits stades de la punaise terne. Donc, comme je disais, après 24 heures, on réouvre le système, on enlève le prédateur et on compte le nombre de proies qui restent vivantes.
des fois, c'est pas toujours facile de retrouver là, le cadavre d'une punaise terne qui était complètement vidé par la punaise nabis. Pour les premiers résultats, ce qu'on voit ici, c'est le nombre de larves de stade 3 de punaise terne qui ont été consommées par les différents stades de nabis. Donc, le témoin, c'est simplement qu'il n'y avait pas de nabis présent dans le système. Et la barre bleue, c'est pour des nabis de stade 3, des larves de stade 3. La barre orange, c'est des nabis de stade 5. Et la barre rouge, c'est des nabis adultes. Ce qu'on voit ici, c'est que les 3 stades ont consommé significativement plus de punaises ternes que de témoins. En fond, ils ont engendré de la mortalité significative des jeunes larves de punaises ternes. Mais plus qu'on augmente la taille de la punaise terne, donc ici on a un stade 5, on voit que le stade 3 de nabis n'était pas efficace pour combattre la punaise terne. Et les punaises adultes sont bel et bien consommées par les adultes de nabis, mais les larves de nabis ne peuvent pas s'attaquer ou n'ont pas un effet significatif sur les adultes de punaises ternes. De façon similaire pour Orius, donc les jeunes les larves de stade 2 de la punaise terne sont attaquées par les 3 stades d'Orius que nous avons testés, donc les stades L3, L5 et adultes. Par contre, dès que la punaise terne atteint le stade L3, donc le stade larvaire L3, Orius devient inefficace à ce moment-là. Donc, elle devient trop grande pour qu'Orius puisse la chasser. Donc, un petit résumé de ce qu'on vient de voir, simplement que, ce qui ça nous dit, c'est qu'Orius va s'attaquer à tous les stades de la punaise terne qui sont équivalents à elle ou inférieurs. Que le taux de prédation est quand même assez intéressant. Par exemple, pour la prédation sur les larves de stade L3, nabis va en consommer en moyenne 9 par jour, ce qui est quand même un bon impact. Et Orius, adulte, elle va consommer des L2, environ 3,5 L2 par jour, ce qui est quand même très bon. Mais Orius, elle va s'attaquer surtout aux jeunes stades. Donc, va avoir un impact secondaire sur les jeunes stades de punaise terne. Donc, si Nabis s'attaque à des stades qui sont équivalents à elle et inférieurs, mais comme je vous disais avant à propos du cycle, que la punaise terne a toujours 2 semaines d'avance sur son prédateur, ça veut donc dire qu'il va y avoir des périodes où Nabis va pouvoir être efficace et d'autres périodes où elle va être à des stades trop petits pour s'attaquer au stade de punaise terne. Donc, il va y avoir des moments dans la saison qui vont être, que Nabis va être efficace, mais d'autres moments où la punaise terne va être plutôt tranquille et va pouvoir causer ses dommages. Ici, c'est vraiment juste une estimation c'est juste un exposé conceptuel de l'idée. Je vous dis pas que c'est exactement ces périodes-là que Nabis est efficace et pas efficace. Donc, on est parti avec ces informations-là obtenues en laboratoire, puis on a été testé au champ l'efficacité de Nabis. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a aucune idée de combien d'individus introduire, à quel moment les introduire, à quelle fréquence les introduire. Donc, on part avec un peu le néant et on a juste tranché de façon arbitraire le nombre d'individus à relâcher. Je dis arbitraire, mais c'est aussi logistique, le nombre d'individus qu'on pouvait produire en laboratoire. Et on était en champ. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des parcelles de 2,5 mètres dans lesquelles on avait 16 fraisiers. Toutes ces parcelles-là étaient distancées l'une de l'autre d'au moins 10 mètres. Et au bout de chacune des parcelles, on a laissé des plantes sauvages s'établir. Et on avait, qui étaient dominées par 2 plantes sauvages, qui étaient l'amarante et l'herbe à poux. Ces plantes-là sont connues pour être des plantes très exploitées par la punaise terne. On a fait 2 types de tests. On a fait des tests sur Nabis et des tests sur Orius. Donc, on a fait 3 traitements pour Nabis, qui étaient 3 densités. Donc, 0,25 Nabis relâché par fraisier,
0,5 et 0,75. On a lâché des adultes très jeunes ou des larves de stade 5, donc des individus qui étaient sur le point de devenir adultes ou qui étaient sur le point de commencer à se reproduire. Pour Orius, on a fait 2 traitements, soit des lâchers où on avait 2 lâchers d'Orius à raison de 1,6 Orius par plant, et un traitement où on a fait un lâcher d'Orius et un lâcher de Nabis à faible densité. Et on avait un traitement témoin où dans des parcelles où on n'a pas lâché de prédateur, pas introduit de prédateur. Et ensuite, on a fait un suivi hebdomadaire des populations à partir du début juillet jusqu'à la mi-septembre, en utilisant la méthode de battage. Donc, ce qu'on voit ici, le technicien utilise une toile de battage, secoue le plant. Ici, c'est un plant de canola, mais dans le projet, on utilisait évidemment, c'était sur les fraisiers. Et on faisait le décompte ensuite des individus qui se retrouvaient sur la toile, en séparant les différents stades adultes, etc. On avait fait aussi un suivi sur les plantes sauvages qui étaient à proximité de nos parcelles, donc sur l'amarante et sur l'herbe à poux. Pour vous situer un petit peu, on fait nos expériences à Mirabel, qui se trouve dans les Basses-Laurentides, dans le nord au nord de Montréal. Pas à Montréal, mais au nord de Montréal. Donc, une photo aérienne du site où on a fait nos études, c'est chez un producteur, chez qui on louait la terre. Et donc, vous voyez, ça se trouve derrière la maison ici, nos parcelles. Donc, vous voyez qu'ils sont disposés à des distances quand même très loin. En avant de la maison, on avait un autre projet aussi sur la punaise terne qui n'est pas venu influencer nos projets. Et derrière, il y avait une bleuetière, ce qui est pour vous des myrtilles. Donc, les premiers résultats en champ, ce qu'on observe ici, c'est les changements saisonniers de la densité de punaise terne en fonction du traitement de Nabis. Donc, ce qu'on a, ce que vous voyez ici, la barre verticale indique la date à laquelle on a fait l'introduction des Nabis. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu à peu près 3 phases. Donc, une phase un peu de latence où les populations de punaise terne étaient plutôt faibles. On a une phase de croissance rapide. En fait, dans d'une semaine, on a eu un bond spectaculaire de punaise terne. Et ensuite, on a une autre phase où on a une croissance moins importante ou même l'atteinte d'un plateau. Ce qu'on peut observer, c'est que 2 semaines après l'introduction des Nabis, on a observé un effet des Nabis, surtout à forte densité. Et cet effet-là, si on regarde par les plants, n'était pas sur les fraisiers parce qu'on avait très peu de punaise terne sur les fraisiers, était sur les plantes sauvages à proximité de nos parcelles, donc sur l'amarante et sur l'herbe à poux. Si on regarde 4 semaines après l'introduction, on avait toujours un effet. Par contre, ça n'avait pas empêché la croissance rapide, mais ça avait eu un effet sur le plateau ou l'atteinte du plateau. Et cet effet-là se faisait voir surtout sur les fraisiers. Donc, c'est dire que Nabis va aller avoir un impact sur les plantes à proximité et éventuellement, ça va avoir un impact sur les fraisiers. Pour l'efficacité d'Orius au champ, on voit la même courbe que Nabis, mais cette fois en fonction des traitements d'Orius. Et ce qu'on voit, c'est aussi 2 semaines après la première introduction, on a commencé à avoir un effet aussi cette fois-là, toujours sur les plantes sauvages à proximité. Et étant donné qu'il y avait peu de punaise terne sur les fraisiers. Et cet effet sur les plantes sauvages, 2 semaines après l'introduction, s'est observé 4 semaines après sur les fraisiers, alors qu'on avait moins de punaise terne sur les fraisiers dans les parcelles où on avait relâché Orius. C'est donc dire qu'il y a un potentiel relativement intéressant au champ. On peut remarquer que 2 semaines après l'introduction des Nabis, il y avait 6,1 fois moins de punaise terne dans la parcelle où il y avait une forte densité de Nabis et 5,2 fois moins de punaise terne dans le traitement où on avait fait 2 lâchers d'Orius. Donc, ce qu'on comprend, c'est que même si on a lâché nos individus sur les fraisiers, ils se déplacent facilement sur les plantes adjacentes. Ils vont chasser la punaise terne là où elle est. Et même si Nabis a un mode de chasse embusqué, elle va quand même aller se déplacer là où sont ses proies, puis ensuite va adopter son comportement
embusquée va attendre sa proie, surtout sur la tige. Quand la punaise terne passe, elle se fait prendre. Ce qui est intéressant, c'est que l'effet que va avoir les nabis et les Orius dans les plantes adjacentes vont protéger éventuellement le fraisier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la punaise terne, elle n'exploite pas le fraisier de façon préférentielle. C'est loin d'être une de ses plantes préférées. Elle va, si elle a le choix, exploiter par exemple l'amarante et l'herbe à poux. Mais évidemment, quand ces densités deviennent très grandes, la compétition devient grande. Et c'est là qu'elle va migrer vers une plante alternative qui est le fraisier. Donc, si on a réussi à baisser les densités de population dans les plantes sauvages, bien, c'est normal que 4 semaines après, on se retrouve avec moins de punaises ternes sur les fraisiers. Donc, ça marque la fin de mon premier volet. Si vous avez des questions sur cette introduction sur Nabis. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions particulières sur le chat. Par contre, moi, je vais peut-être commencer. Est-ce qu'il y a des attaques sur d'autres stades? Je pensais aux œufs notamment. Est-ce que ce soit la punaise terne, la punaise demoiselle ou Orius, est-ce qu'il y a des attaques sur les œufs? C'est possible, mais c'est extrêmement dur à vérifier parce que tous les œufs de ces organismes-là, de ces punaises-là, sont pondus dans les tiges et sont extrêmement difficiles à voir. J'imagine que pour une punaise, c'est possible, eux, de les repérer, de se nourrir de l'œuf. Mais faire le test de ça, je l'ai déjà essayé et c'est extrêmement difficile et compliqué. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse précise pour ça. C'est possible, mais scientifiquement, je n'ai pas de réponse claire parce que je ne peux pas le tester. Alors, j'ai dit en introduction que le système que vous avez étudié, bon, nous, on est moins concernés en Europe parce que Nabis americoferus n'est pas présente ici. Non. Mais Jean-Claude Stretto signale, entre autres, qu'on a aussi des nabides, enfin des nabis qui sont actifs ici en France et qu'il y a eu des observations de prédation aussi de punaises par des nabis. Absolument. Donc, il y a des comparabilités, enfin, il y a des points de comparaison entre ce que vous étudiez au Canada et ce qui est possible ici en France. Oui, je sais qu'il y a un laboratoire en Catalogne qui étudie les nabis. Je pense aussi contre les punaises ternes. Donc, d'accord. Oui, je ne me souviens pas exactement c'est quel chercheur, mais je sais que là-bas, il s'intéresse aussi à ça. Donc, vous en avez certainement un peu partout en France, pendant des espèces différentes en fonction de la région. Des nabis, on en trouve régulièrement, hein, de toute façon. Oui, sûrement. Il y a une question d'Anne-Isabelle Lacordaire qui dit « Est-ce que vous avez mesuré l'intraguilde ?» Absolument, on y arrive. Bon, ça s'en vient dans les prochains volets. Dans ce volet-là, Isabelle, il faut que tu patientes un peu. Jean-Claude Stretto fait remarquer qu'ils ont déposé un projet pour étudier les nabis et les Orius contre Ligus et Orthops. Oh, super. J'ai hâte de voir ça. Et puis, alors, moi, j'ai une question sur l'ambroisie trifide, enfin, ce que vous appelez l'herbe à poux. Ouais. Chez nous, c'est une plante qui provoque des allergies, donc qui est sous haute surveillance. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas allergique? Moi, ça va, mais je peux pas dire que c'est le cas de toute mon équipe. Certaines personnes, ouais, on a des anti-allergènes quand même. Ah bon? Oui. Mais c'est vrai qu'on ne suggère pas aux producteurs de laisser les herbes à poux non plus. C'est pas ça l'idée. L'idée d'avoir laissé les plantes sauvages cette année-là, c'est qu'on a eu un printemps ici particulier. Et je sentais que les punaises ternes n'étaient pas pour avoir une très bonne année. Et effectivement, ça a été le cas. Donc, je me suis dit, je vais laisser un maximum de chances d'observer des punaises ternes parce qu'un projet sur la punaise terne, il nous faut des punaises ternes, évidemment. Donc, j'ai juste laissé les plantes sauvages qui poussaient comme ça et finalement, ça a été une bonne chose parce qu'on a vu, non seulement on a eu des informations assez intéressantes, mais ça nous a permis d'avoir des punaises ternes dans notre système. Alors, il y a deux autres questions qui sont arrivées. Benjamin Gard qui demande « Comment avez-vous vérifié l'innocuité des nabis sur les cultures ?» On ne l'a pas vérifié. On a juste vérifié dans la littérature. On a vu, il n'y a aucune mention de dommages. Nous, on l'élève sur l'aubergine, par exemple. On n'a jamais vu de dommages. On n'a jamais vu de dommages sur la fraise non plus.
Donc, mais oui, c'est à vérifier. C'est pour des gens peut-être plus nerveux, ça serait à vérifier. Mais nous, ça semble pas être un problème. Donc, on ne sait pas, ça peut être un volet qu'on introduit dans notre un programme. sujet. Ouais. De Benjamin Coussy, une question. Est-ce que l'amarante et l'herbe à poux peuvent servir de plante piège pour les ligus, pour les détourner des fraisiers? Ah, absolument, je suis convaincu de ça. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le projet que je viens de vous présenter. Ils vont se trouver vraiment en majorité dans ces plantes-là. Et quand leur population devient trop grande, c'est là qu'elles débordent sur le fraisier. Dans la totalité des projets que j'ai faits en ce moment, ça me donne toujours la même réponse. Le fraisier, c'est loin d'être un plan intéressant pour la punaise terne. C'est surprenant parce qu'elle cause beaucoup de dommages, mais en fait, c'est vraiment pas son premier choix, là. Non seulement elle se reproduit pas dessus tant que ça, mais c'est pas une nourriture de qualité. On voit que ça ralentit son cycle de développement, ça ralentit sa reproduction. J'ai d'autres résultats que je présenterai pas aujourd'hui, mais que vraiment, ça nous dit le fraisier, c'est pas un bon plan. Alors, elle va toujours choisir une plante alternative. Oui. Évidemment, les plantes sauvages, comme celle-ci, c'est un choix intéressant pour la punaise terne. D'accord. Bon, donc Benjamin, tu vas pouvoir lancer un programme de sélection de semences pour l'amarante et l'herbe à poux. Sinon, André, il y avait aussi une autre question de Jean-Claude Sretto. Donc, oui. Comment les pourcentages de nabis ayant consommé des ligus ont-ils été obtenus par séquençage ADN? Dans l'étude de Hagler que j'ai faite, que j'ai citée, oui, c'est leur méthode qu'ils ont utilisée. Ils ont regardé le contenu de l'estomac, puis ils ont détecté des traces de punaise terne dans l'estomac. Mais nous, comme tel, on n'a pas fait cette approche-là. D'accord. La consommation a été mesurée uniquement par les restes Oui, exact. On les voit déjà consommer. On la voit tuer des punaises. Mais ouais, nous, on compte juste le nombre de décès le lendemain. Évidemment, comme on peut voir dans le témoin, le décès de punaise terne, c'était pas 0. Ça arrive que se cannibalise aussi. Donc, quand j'ai indiqué qu'il y avait environ 9 punaises ternes tuées par jour, c'est corrigé en fonction de ce qu'on voit dans le témoin. Dans le témoin, oui. D'accord. Ok, ben je propose que vous passiez à la seconde partie, peut-être. C'est parfait. Cette partie-là, c'est sur l'agressivité des punaises nabis. Le premier volet que je vous ai montré, c'est une approche, c'est basé sur une approche populationnelle où on considère, grosso modo, que chaque individu est interchangeable. Donc, que la variabilité intrinsèque aux individus ne joue pas un rôle écologique qui nous importe au niveau de la lutte biologique. Par contre, les individus diffèrent bel et bien entre eux dans différentes caractéristiques. Ça le fait le sujet, en fait, ça s'appelle l'écologie des individus et ce volet-là s'est développé beaucoup depuis le début des années 2000, donc ça fait déjà un bon 20 ans. Et dans différents organismes, dont les insectes, les araignées et d'autres animaux. Par exemple, quand j'ai fait ma maîtrise, je travaillais sur les marmottes alpines dans la vallée d'Aoste et j'étudiais les différences de comportements sociaux chez les marmottes. Et éventuellement, je suis passé aux insectes et en lutte bio. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les différences intrinsèques qu'ont les individus, par exemple ce qu'on appelle la personnalité animale, va avoir des effets sur les interactions écologiques, donc avec les proies, avec leurs prédateurs, avec leurs compétiteurs. Et ces différences-là qui vont s'observer à l'échelle de l'individu vont avoir des conséquences à des échelles plus grandes, à des échelles populationnelles et à des échelles des communautés aussi. Ça peut faire varier le nombre d'espèces, le type d'espèces qu'on va trouver dans un système, etc. Donc, on se rend compte que les individus, selon comment ils se trouvent, ont des impacts quand même assez importants. Nous, on s'intéressait à l'agressivité. J'avais commencé à me questionner sur l'agressivité durant mon doctorat, alors que j'étudiais le comportement, les différences génétiques dans le comportement alimentaire d'une punaise omnivore. J'avais remarqué que les individus qui consommaient plus de proies semblaient aussi plus agressifs. Et donc, ça m'avait mis la puce à l'oreille. On s'est dit, pour ce projet-là sur Nabis, qui est un prédateur quand même assez agressif, on s'est dit, on pourrait s'intéresser à cette caractéristique-là. Et
on a exploré évidemment la littérature, puis on se rend compte que l'agressivité, c'est un trait, une caractéristique centrale très importante dans le comportement des individus. Ça va influencer ses relations avec ses proies. Par exemple, va générer plus d'attaques. Un individu très agressif va être plus enclin à attaquer davantage, va être plus compétitif contre ses compétiteurs, mais aussi va se cannibaliser, il va y avoir plus de cannibalisme dans des populations avec des individus agressifs. Et donc, ça va avoir des conséquences assez importantes au niveau de la lutte biologique. Par exemple, ça peut influencer la densité et la distribution des ravageurs ciblés. Ça pourrait aussi influencer la composition des ravageurs. Ça peut influencer la compatibilité entre les différents agents de lutte biologique. Donc, la question, par exemple, qui parlait de prédation intraguide, et je m'en viens là dans pas long. Donc, par exemple, des nabis très agressifs pourraient être moins compatibles avec Aureus qu'on propose comme agent de lutte biologique secondaire. Et évidemment, le cannibalisme, ça peut jouer sur les densités de population en milieu, mais ça peut aussi, et on le voit nous beaucoup, compliquer les élevages et donc augmenter, par exemple, les coûts de production de l'insecte ou donc les coûts de vente, etc. Donc, pour tester l'agressivité, on a fait un test en laboratoire. On a mis au point un test en laboratoire qui consiste à tester un individu, ici l'individu de gauche, et un individu qui était fraîchement tué et empalé sur une aiguille qu'on utilise comme leurre, le malheureux sacrifié. Ce qu'on voit ici sur la photo, c'est la punaise, l'individu testé attaque le leurre. On a fait un éthogramme, donc on a défini 5 comportements qu'on pouvait observer de l'individu testé. On avait dans l'attaque, comme ici sur la photo. On avait la menace. Donc, les punaises nabis, des fois, ils font juste se mettre un peu sur leurs pattes arrière avec leurs pattes avant, un peu dans les airs, menaçantes un petit peu à la Karate Kid pour les gens qui ont vu le film des années 80. Il y a le comportement évaluation. Donc, la punaise va s'orienter vers le leurre et va juste bouger ses antennes, va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a l'ignorance totale. Donc, il y a des individus, on a beau s'approcher, un peu les titiller avec le leurre, ils vont juste pas s'en soucier, vont continuer leur comportement, vont se promener tranquillement ou juste être immobiles. Et d'autres individus qui se mettent à fuir immédiatement. Et il y a vraiment une bonne différence entre la fuite et l'ignorance. On voit des individus qui courent très rapidement, qui sont affolés. Ce qu'on a fait pour chaque individu, c'est qu'on a généré trois réactions. Donc, on a mesuré 3 interactions consécutives avec l'individu. Ce qu'on faisait, c'est après la première réaction, on retirait le leurre, on attendait que l'individu reprenne un comportement normal et puis on retestait. Donc, ça nous a permis d'obtenir un indice qui va varier entre -6 et +6. Pour la sélection que je vous explique dans la prochaine diapositive, on a défini que les individus qui avaient un indice d'agressivité de -6 à -2 étaient destinés à la lignée docile, alors que les individus qui étaient entre -1 et +6 étaient destinés à la lignée agressive. Pour la sélection, on a été capturer des individus sur le terrain dans différentes régions du Québec et en Ontario pour avoir un maximum de diversité génétique. Et on a généré une population initiale avec ça. Et de cette population-là, on a testé 98 femelles et 120 mâles. On a fait une lignée qu'on va appeler agressive. Donc, on a choisi les 30 femelles et les 30 mâles les plus agressifs dans notre premier test pour fonder cette lignée agressive-là. Et on a choisi les 30 femelles et les 30 mâles les moins agressifs ou, disons, les plus dociles pour fonder la lignée docile. On a fait 2 sélections consécutives, donc la première sélection. La deuxième sélection, par exemple, ici, pour la génération 2 de l'agressive, il y avait seulement 7 femelles qui correspondaient à notre critère, entre autres parce qu'on n'avait pas généré tant d'individus que ça. Donc, on n'avait pas suffisamment de femelles. Et pour la lignée docile, on avait généré un petit peu plus d'individus. Le problème, c'est que notre sélection intensive faisait que de génération en génération, on avait moins d'individus. Donc, ce qu'on a fait pour les générations 3 et 4, c'est qu'on s'est abstenu de faire la sélection, on a juste laissé les populations se reproduire. Et l'idée, c'était de poursuivre la sélection après la génération 4. Mais là est arrivée la COVID. On n'avait plus accès ou un accès limité à
à nos laboratoires. Donc, on a dû juste arrêter la sélection à ce moment-là. Ça ne nous a pas empêché, vous verrez un peu plus loin, que on a quand même pu faire nos tests avec. Donc, ce qu'on voit ici comme résultat, on voit les générations ici en bas. Donc, génération 0, c'est la population initiale, et l'indice d'agressivité. La ligne rouge, c'est la lignée agressive, et la ligne bleue, c'est la lignée docile. Ici, je vous ai séparé femelles et mâles. Donc, les femelles, c'est la ligne pleine, et les mâles, c'est la ligne pointillée. Ces résultats-là ont été publiés dans Phytoma, justement, en novembre, comme a été mentionné auparavant. Donc, ce qu'on remarque déjà, c'est que l'indice d'agressivité de la population initiale n'était pas particulièrement élevé, mais que après deux sessions de sélection, on a pu vraiment différencier des populations agressives et dociles. Donc, d'avoir quand même une bonne différence, une différence statistique entre les deux. Et que malgré qu'on ait arrêté la sélection, ben, ces différences-là se sont maintenues, même légèrement accentuées. C'est probablement dans la marge d'erreur, mais bon, ça s'est au moins maintenu sur 2 autres générations par après. Sans rentrer dans les détails de l'héritabilité, c'est une mesure qui est importante pour savoir si une caractéristique va répondre à la sélection. Et en ayant fait cette sélection-là, on peut avoir une mesure de l'héritabilité. Donc, ce qu'on a mesuré, nous, c'est évidemment, on n'a pas été voir dans les gènes quelles sont les différences entre les individus. On a mesuré le phénotype, donc le comportement, l'agressivité. Donc, l'agressivité, ce comportement-là est le résultat de l'addition entre la variabilité génotypique, donc les différences génétiques entre les individus, et les différences environnementales. Évidemment, dans nos tests en laboratoire, on enlève l'effet environnemental en standardisant l'environnement de tous les individus. Ce qui nous permet d'aller calculer l'héritabilité, qui est la proportion de variabilité phénotypique, donc comment les individus varient d'un à l'autre au niveau de leur agressivité. Quelle proportion est expliquée par la génétique des individus. Normalement, en général, une caractéristique comportementale, l'héritabilité va se situer entre 0,2, ce qui est assez normal. Ce qu'on a ici, c'est que l'agressivité chez la punaise nabis était vraiment avait une très haute héritabilité, ce qui nous a permis de la sélectionner très rapidement, alors que la docilité, elle, était plus dans un créneau d'héritabilité plutôt normal. C'est assez fréquent de voir que quand on sélectionne sur une caractéristique comme l'agressivité, de voir que une sélection positive ou négative vont pas avoir exactement la même héritabilité. C'est pas anormal. Donc, on arrive à la prédation intraguilde. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos populations. Oui, on ne pouvait plus faire de sélection à cause de la COVID, mais on a maintenu nos populations et on a fini par pouvoir regagner nos laboratoires et on a augmenté nos populations. L'objectif, c'était, on s'en allait sur le terrain avec ça. Je vais vous présenter les résultats. Mais entre-temps, avant d'aller sur le terrain, on a fait des tests de prédation intraguilde avec nos lignées agressives et dociles. Ce qu'on a fait, c'est toujours nos tests en laboratoire dans notre contenant en plastique de 15 cm de diamètre. On a testé une nabis adulte qu'on a mis à jeun 24 heures. On lui a offert 3 proies intraguildes, donc Orius, et on l'a laissé 24 heures consommer ses proies. On a aussi observé, je ne l'ai pas marqué ici, mais on a observé chacune des 15 premières minutes d'interaction pour noter le nombre d'attaques qu'avait fait Nabis sur Orius. Les traitements, donc on avait les lignées agressives et dociles. On avait des ressources on a différentes ressources qu'on a données à Nabis, donc toujours, dans tous les cas, 3 Orius adultes. Soit qu'il n'y avait aucune ressource alternative, soit qu'il y avait 5 larves de punaises ternes, des stades 5, donc des stades qui ne pouvaient pas être consommés par Orius puis qui étaient forcément consommés par la punaise Nabis. Et après, comme je vous ai dit, on a observé les 15 premières minutes, on a mesuré le nombre d'attaques de Nabis durant ces 15 premières minutes-là. Et ensuite, après, on a fermé le système, puis on a laissé 24 heures. Puis après 24 heures, on a mesuré le nombre d'Orius qui ont été tués et le nombre de punaises ternes qui ont été tués. Donc, les résultats qu'on voit ici, c'est le nombre d'attaques dans les 15 premières minutes de la punaise Nabis sur Orius.
ce qu'on voit dans les barres brunes ou beiges, c'était dans les traitements où il n'y avait pas de punaise terne. Et les barres bleues, c'était où il y avait la présence de punaise terne. Ce qui est assez intéressant ici de voir, c'est que dans toutes circonstances, les punaises issues de lignées agressives avaient un taux d'attaque quand même élevé, alors que les punaises issues de lignées dociles avaient un taux d'attaque très faible en absence de punaise terne, mais s'ajustaient en fonction de la situation. Donc, changeaient leur comportement et augmentaient leur taux d'attaque sur Orius quand que Ligus, la punaise terne, était présente dans le système. Et ça s'est traduit par une différence de mortalité avec un patron très similaire après 24 heures. Donc ici, ce qu'on voit sur la figure du centre, c'est la mortalité d'Orius en 24 heures. Et donc, on voit presque le même patron que pour le taux d'attaque. Ici, la dernière figure, c'est le taux de mortalité de la punaise terne en fonction des traitements. Donc, ce qu'on voit, c'est que, dans le témoin, donc quand il n'y avait pas de prédateur, la punaise terne a survécu sans problème, mais que les lignées de Nabis, autant dociles qu'agressives, causaient une mortalité assez similaire à la punaise terne. Et on en avait 5, et on voit ici la moyenne, c'est 3,5, 3. Donc, presque la totalité des punaises ternes étaient tuées dans ce système-là. Donc, la conclusion de ça, c'est que, ou du moins ce que ça nous suggère, c'est que les punaises agressives sont toujours agressives. Peu importe la situation, elles vont attaquer beaucoup, elles vont tuer beaucoup, elles vont pas s'ajuster aux circonstances. Alors que la punaise docile ou issue de lignée docile, elles peuvent attaquer beaucoup dans des circonstances où, par exemple, ici, on avait 5 proies extraguées, donc 5 punaises ternes, plus 3 autres proies possibles, donc Orius. Donc, c'était dans un milieu où il y avait une forte densité de proies, si on veut. Donc, probablement qui était plus stimulée. Et là, elle s'est mise à tuer à ce moment-là. Alors que dans un milieu où il y avait juste 3 proies, peut-être qu'il y avait moins de contact, elle était moins stimulée, il y a eu moins d'attaques. Elle s'adapte à la situation, en fait. C'est donc dire que ces lignées dociles et agressives pourraient avoir des stratégies complètement différentes en lutte biologique, avoir un impact complètement différent, un impact écologique complètement différent sur le terrain. Par exemple, sûrement dans nos interactions avec Orius, mais aussi avec d'autres proies, avec peut-être d'autres prédateurs. Et on pense que les lignées agressives et dociles peuvent être des agents de lutte biologique tout aussi efficaces, mais selon le contexte. Par exemple, si on voulait utiliser une stratégie où Nabis est utilisé avec Orius, peut-être ce serait beaucoup mieux d'utiliser des lignées dociles, par exemple. Ensuite, on a pris nos lignées, comme je vous disais, on a augmenté les nombres de chacune de ces lignées-là et on était sur le terrain tester si l'agressivité changeait quelque chose dans leur efficacité. Donc, on a refait le test que je vous ai présenté tantôt en 2019, mais on l'a fait en 2020 avec des lignées. Donc, on a fait 62 parcelles sur le même site que je vous ai présenté. Donc, le site où on avait introduit des Nabis l'année d'avant. On avait toujours des parcelles de 2,5 mètres avec 16 fraisiers. Et au lieu de laisser des plantes sauvages au bout cette année, on a laissé des plants de molène. Vous verrez plus tard dans le 3e volet pourquoi qu'on a mis des plants de molène. Mais c'est une plante réservoir et une plante piège aussi pour la punaise. Ce qu'on voit ici, c'est Pierre en train d'introduire ces punaises Nabis au champ. Donc, on voit qu'on les lâchait, là, on les avait toutes préparées en laboratoire et on les lâchait directement sur les fraisiers, comme ça. Les traitements qu'on a fait au champ, on a fait 3 introductions. La première année, on a fait une introduction, on s'était rendu compte qu'il y a eu un effet après 2 semaines, mais après cet effet-là s'estompait localement. Donc, on s'est dit, on va faire des lâchers consécutifs à toutes les 2 semaines. Donc, on a fait 3 lâchers comme ça, donc fin juillet, mi-août, fin août. Évidemment, on a lâché une densité de 0,5 Nabis de lignées agressives et dociles. Et on a fait aussi des parcelles où on avait lâché avec ou sans Orius. Et il y avait toujours des parcelles témoins où on a lâché aucun de ces prédateurs. On a fait un suivi hebdomadaire sur fraisier des différentes punaises par battage, comme je vous ai montré tantôt. Donc, on battait 3 plants de fraises par parcelle. Et à la fin août jusqu'à la mi-octobre, on a fait un suivi sur les molènes.
Vous verrez, c'est des plantes, qui sont exploitées plus en fin d'année par la punaise ternée et par la punaise nabis. Donc, on a fait un suivi visuel, c'est pas une plante qui se bat facilement. Et on a fait aussi un suivi des dommages aux fruits. On cueillait les fruits 2 fois par semaine, puis on les classait en fonction de endommagés par la punaise terne ou pas endommagés par la punaise terne. Donc, on voit que la punaise terne cause ce genre de dommages-là. Faites une fraise, c'est un regroupement de petits akènes. Et puis, quand la punaise terne se nourrit de la fraise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va stopper la croissance de l'akène. Donc, le fruit, quand il se développe, bien, se retrouve à avoir cette espèce de petit bout dur ici. Et des fois, ça vient... ça fait que le fruit devient non commercialisable. Donc, pour vous donner une idée du champ, voici une image vaut 1000 mots. Donc, juste voir le champ ici, vous voyez les parcelles avec une grande distance quand même de 10 mètres entre chaque parcelle, réparties comme ça dans le champ. Ce qu'on voit ici comme résultat, c'est les variations saisonnières de la punaise terne en fonction des lignées de Nabis. Donc, on avait le témoin ici en beige, donc sans prédateur introduit, et on avait en bleu les dociles, en rouge l'agressivité. Les lignes verticales, c'est les dates à laquelle ont été introduits nos Nabis. Donc, ce qu'on peut voir, c'est un patron légèrement, au départ, du moins, qui était similaire à 2019, donc une période un peu de latence dans la population de punaise terne. Ensuite, suivi d'une hausse spectaculaire en dedans d'une semaine de punaise terne, puis un plateau avec des vagues ici. Peut-être les vagues ont été causées par les introductions de punaise terne, de Nabis. On verra. En fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de différence entre les parcelles témoins et les parcelles où on avait introduit Nabis cette année. Donc, on n'a pas eu d'impact, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même eu une densité très faible de punaise terne cette année. Peut-être dû au fait que l'année passée, on était plutôt efficace dans la lutte aux punaises ternes. Donc, peut-être que cette année, on s'est retrouvé avec trop peu de punaises ternes pour voir des effets de Nabis. Oui, ça c'est les populations de Nabis sur fraisier. Donc, on a aussi fait le suivi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le battage, et je ne crois pas qu'il soit aussi efficace. On se rend compte, en fait, qu'il n'est peut-être pas aussi efficace pour faire le suivi de Nabis qu'il l'est pour faire le suivi de la punaise terne. Les Nabis ont tendance à beaucoup se promener sur le plastique et sur la végétation, ici, là, à proximité des plastiques. On en observe beaucoup là. Et puis, quand on fait le battage, on en observe presque pas. Donc, ici, on voit des variations très importantes, probablement dû au fait que, bon, il était déjà pas dense, il était difficile à voir. On voit qu'il n'y a aucune différence entre les témoins et les punaises ternes et les parcelles où on introduit Nabis. Excusez-moi. Puis les densités est extrêmement faible de ce qu'on a pu faire comme suivi. Ensuite, le suivi à l'automne sur la molène, autant de la punaise terne que de Nabis. Ici, à gauche, ce qu'on a, c'est le suivi de la population de la punaise terne sur la molène. Donc, on peut voir que peu importe le traitement, on suit pas mal la même tendance. Et pour Nabis, ce qu'on voit, c'est que Nabis était quand même assez fréquente dans le témoin, voire même un peu plus fréquente que dans les zones où on l'avait introduit. C'est donc dire qu'elle s'est redistribuée dans l'espace quand même à l'automne. Mais qu'on avait des densités beaucoup plus élevées que sur les plants de fraisier. Autant pour Nabis que pour la punaise terne. Ensuite, est-ce que les introductions de Nabis ont pu réduire les dommages causés par la punaise terne aux fruits, aux fraises? Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est la proportion de dommages par fraises récoltées, donc le nombre de fraises endommagées par le nombre total de fraises récoltées. On peut voir qu'il y a déjà une réduction au courant de la saison, mais que la ligne rouge, qui est lignée agressive, était systématiquement en dessous des autres traitements. Et qu'effectivement, cette différence-là, elle est statistique, elle est significative statistiquement, c'est-à-dire que on avait environ 2 fois moins de dommages aux fraises dans les parcelles où on a introduit la punaise Nabis agressive par rapport aux témoins. Et dans cette analyse-là, on avait aussi inclus la densité des punaises ternes et celle-ci ne prédisait pas le nombre de dommages
causés par la punaise terne. Donc, les dommages à cette densité-là relativement faible de punaise terne étaient indépendants de la densité de punaise terne. Si je peux me faire comprendre. Mais la quantité de dommages, elle, était sous influence du niveau d'agressivité de Nabis. Donc, on avait quand même un effet relativement mitigé à l'échelle locale, en partie parce que l'année dernière, peut-être qu'on avait fait déjà un peu de ménage sur la punaise terne, donc on s'est retrouvé avec une population de punaise terne pas aussi imposante qu'on aurait aimé pour pouvoir faire observer des différences statistiques. Mais aussi parce qu'on a introduit beaucoup d'individus cette année. On a introduit 1152 Nabis et 600 Rius pour 992 fraisiers. Donc, c'était peut-être qu'il y a eu une redistribution des Nabis dans l'espace après avoir eu un certain impact local. Et ensuite, ça a peut-être eu un impact plus au niveau du champ sur la punaise terne. Mais ça nous amène quand même à se questionner. Et là, quand je disais au début de la présentation qu'il y a des analyses qu'on a fait cette semaine, ça en fait partie, et qu'on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à ces résultats-là. On est encore en train de se gratter un petit peu la tête à savoir comment ça se fait qu'il y avait moins de dommages dans les parcelles où on introduit la punaise Nabis agressive. Et une des hypothèses qu'on s'est dit cette semaine, c'est que c'est peut-être au niveau de la peur que génèrent des attaques constantes que vont faire Nabis sur la punaise terne et qui va changer le comportement de la punaise terne et éventuellement va engendrer moins de dommages. Par exemple, au lieu de se promener, de consommer une fraise, puis une autre, elle va peut-être rester sur une seule fraise, consommer celle-là, et puis épargner les autres à côté. Ce qu'il faut savoir, nous, quand on calculait les dommages, si une fraise avait un dommage de punaise terne, elle était comptabilisée de la même façon qu'une fraise qui en avait 20, par exemple, qui était très, très déformée. Donc, une fraise endommagée, c'était une fraise endommagée pour nous. Donc, si une punaise, on va porter plus attention peut-être l'année prochaine à cette petite différence-là. Ce qu'on a fait aussi pour l'agressivité, c'est qu'avant d'introduire nos individus agressifs en champ, donc dans la population de laboratoire, on a testé leur agressivité. Ça, c'était 6 mois après avoir arrêté la dernière sélection. Et on a observé encore une grande différence au niveau de l'agressivité et de la docilité entre ces lignées-là, donc qui était très significative encore, ce qui nous permettait d'aller sur le terrain avec confiance puis de savoir qu'effectivement, on avait des lignées agressives, des lignées dociles. Mais à la fin de l'été, à la mi-septembre, on a été recapturé des individus dans toutes les parcelles où on les avait introduits et dans les témoins. Et on les a ramenés en laboratoire et on a fait notre test d'agressivité. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que les lignées, les parcelles où il y avait des lignées dociles et les parcelles où il y avait des lignées agressives maintenaient d'une certaine manière cette différence d'agressivité et de docilité-là, tout en réduisant légèrement par rapport au test de l'été, d'avant l'introduction. Mais ce qui est aussi marquant ici, c'est que dans le témoin, on avait des Nabis agressives, en fait, qui étaient même plus agressives que dans les parcelles où on avait introduit des Nabis agressives. Et ça nous donne peut-être un indice sur la redistribution des punaises Nabis après leur introduction. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait distribué les parcelles d'une façon systématique, c'est-à-dire qu'on avait tout un côté où on avait mis les dociles, on avait mis au centre, c'était déterminé de façon complètement aléatoire, les agressifs, puis on avait en périphérie de l'autre côté les parcelles témoins où on n'avait pas introduit de punaises. Donc, si les punaises Nabis se sont déplacées légèrement d'une parcelle à l'autre, les dociles et les agressifs ont pu se mélanger légèrement, mais les parcelles témoins qui étaient quand même relativement éloignées des parcelles dociles, elles ont potentiellement reçu uniquement, ou presque uniquement, des Nabis agressives. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en la fin d'année, en mi-septembre, on a observé des punaises Nabis agressives dans ces parcelles-là. Donc, ça voudrait dire qu'ils ne se distribuent pas tant que ça dans le champ, mais qui ont eu un effet local, mais qui... c'est ça. Donc, c'est pas une redistribution complète à travers le champ. Et ça finit le deuxième volet de ma présentation. Si vous avez des questions. Alors oui, il y a plusieurs questions.
Alors, il y en a une je vais la poser tout de suite parce qu'elle a trait à la première partie, en fait. Hein, donc, elle est arrivée à la fin de votre première partie. Est-ce que vous avez une comparaison d'attractivité pour les nabis entre l'aubergine et l'armoise? Non, j'ai toujours pas. Non. Bon, je pense que c'est des gens qui envisagent, voilà, d'utiliser l'armoise pour détourner les nabis en France. Alors Jean-Claude Stretto, je suis désolé Jean-Claude, j'ai zappé ta question précédente, c'est de ma faute. Excuse-moi. On a couramment en France plusieurs espèces de nabis en mélange dans les cultures. Il y a au moins 4 espèces de nabis au Québec. Pourquoi avoir choisi d'étudier cette punaise, ce nabis spécifique, Americophorus? Est-ce que d'autres espèces de nabis pourraient être efficaces? Et comment gérez-vous au champ la présence éventuelle de plusieurs espèces en mélange? Oui, la raison principale qu'on a étudié Americophorus, c'est que son cycle il correspondait beaucoup avec celui de la punaise terne, alors que les autres sont plus décalés ou moins en phase avec la punaise terne. Et il y a aussi un petit peu d'effet d'hasard, c'est que la première punaise nabis, en fait, un nabis que j'ai capturé au champ. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, j'étudiais la punaise terne, j'étudiais pas du tout nabis. Mais je la voyais tellement fréquemment, je l'ai amenée au laboratoire pour voir si c'était un agent de lutte bio contre la punaise terne. Puis en dedans de 30 secondes, elle avait déjà piqué la punaise terne dans l'œil, puis elle a consommé. C'était vraiment comme si j'avais mis un agneau avec un tigre dans une toute petite cage. Et donc, ça nous a mené à nabis et ça donne que cette première nabis-là que j'ai capturée, c'était Americophorus. Donc après, évidemment, on s'intéressait aux autres espèces, savoir s'il y en aurait une qui serait une meilleure candidate. Mais ça donnait que c'était Americophorus. Il y a des laboratoires en Ontario qui étudient en ce moment différentes espèces de nabis. Nous, on s'est concentré sur Americophorus, mais eux, ils le font sur différentes espèces. Puis ce qui ressort à date de leurs résultats, c'est vraiment Americophorus, c'est le meilleur potentiel pour la punaise terne. Donc, on continue de se concentrer sur cette espèce-là. C'est sûr qu'au champ, il peut y avoir des différences qui sont difficilement notables. Donc, quand on fait notre compte de nabis, est-ce qu'on a pu se tromper? C'est possible. Mais généralement, quand on les capture, puis comme je vous dis, comme ici, on les a recapturés pour les a retestés au champ, évidemment, on a identifié l'espèce avant. C'était toutes des nabis Americophorus. Donc, on avait majoritairement une population de nabis Americophorus. Après, il y a une question sur quelle proie et quelle plante élevez-vous les nabis? Et est-ce que les nabis sauvages pourraient être plus agressifs que ceux d'élevage? Est-ce qu'il y a un effet de l'élevage, en fait, sur l'agressivité, si je comprends bien la question? On n'a pas encore cette réponse-là. Évidemment, cette année, on a recommencé le processus de sélection et il y a des lignées non sélectionnées de nabis. Donc, on pourra voir cette réponse-là, savoir si soudainement l'agressivité augmente en laboratoire ou si elle réduit. Et vraiment, notre processus, l'année passée, on avait 2 lignées. Cette année, on a 9 lignées. Donc, on a des répétitions pour l'agressivité, la docilité et les non sélectionnés. Donc, on pourra répondre à ces questions-là éventuellement, peut-être l'année prochaine en allant vous visiter à Montpellier. Par contre, le début de la question, c'était les élevages. On élève les nabis sur des petits plants d'aubergines et on utilise comme proie des pucerons ou quand on manque de pucerons, on utilise des œufs d'Héphaestia. Alors, il y a une question de Nicolas Ris qui dit que c'est une belle initiative d'amélioration génétique, hein, qui est un parent pauvre de la lutte biologique, ouais. Sur un trait original, l'agressivité, mais il n'a pas bien compris comment l'héritabilité avait été calculée. Ouais, c'est sûr que j'ai pas été dans les détails, c'est des détails quand même assez techniques. Mais à partir d'une sélection, puis de voir je sais pas si je peux l'expliquer très bien là, mais avoir les changements de comment répond les populations à la force de sélection qu'on impose, on peut mesurer le trait d'héritabilité. Donc, c'est un peu technique, là, je veux pas tomber dans tous les détails techniques de la sélection. Je pense que c'est déjà mieux expliqué déjà dans notre article dans Phytoma. Mais ouais, c'est une méthode classique de calcul de irritabilité. Donc, c'est ce qu'il appelle l'équation de l'éleveur. Ben oui, exactement. C'est ça. On n'a vraiment pas été voir dans les gènes. Hein. C'est vraiment juste au niveau génétique des populations, puis au niveau des variabilités, au niveau phénotypique, puis génétique.
Alors, Anne-Isabelle Lacordaire signale que des essais avaient été faits il y a quelques années et Nabis s'était révélé très agressive en consommant beaucoup d'autres auxiliaires. En culture de fraisier en France, Orius insidiosus n'est pas lâché. Les acariens sont majoritairement utilisés. C'est Orius levigatus, qui est plus petit encore, qui est utilisé. Avez-vous mesuré la prédation sur d'autres auxiliaires que Orius? On l'a pas mesuré encore, mais on l'a observé. J'ai déjà vu observer une nabis attraper au vol un parasitoïde. Ensuite, ouais, quand même, c'est assez étonnant. Elle est vraiment agressive. Sinon, elle peut consommer peut-être des œufs de pucerons qui sont parasités, mais des pucerons parasités, donc des œufs de parasitoïdes. Oui, c'est vrai qu'elle pourrait avoir des dommages sur d'autres agents de bio. C'est en développement, mais on n'a pas encore beaucoup de données là-dessus. Oui. On s'y intéresse avec un système pour Orius, mais c'est sûr qu'à plus grande échelle, peut-être qu'on va pouvoir voir sur d'autres agents de lutte biologique. Par contre, la caractéristique d'agressivité, de docilité, peut-être pourrait nous aider justement à réduire peut-être l'agressivité de Nabis, sans nécessairement réduire son efficacité. C'est un peu ça la question qu'on se pose. Moi, j'ai une petite question, puis après, on va peut-être passer à la troisième partie. Comment font les producteurs actuellement pour lutter contre la punaise terne en fraisier au Canada? Les pesticides. Surtout les fraisiers qu'on dit à jour neutre ou les fraisiers d'automne. Donc, on produit durant les jours courts ou les jours qui diminuent en longueur. À cette période-là, la punaise terne est tellement fréquente. Ils ont tellement pas d'options que c'est vraiment, il n'existe pas de fraisier biologique à ce moment-là. Et c'est une des raisons qui a motivé nos projets de recherche, c'est de trouver des solutions pour au moins atténuer la punaise terne. Puis on se dirige de plus en plus vers des solutions, diversification du milieu, etc., utilisation des prédateurs. Mais pour l'instant, c'est ça. Il n'y a pas de fraisier biologique l'été. D'accord. Et il y a une question de Sophie Brouard qui demande si vous êtes uniquement en culture de plein air, en fraisier. En fraisier, au Québec, il y a des fraisiers à l'intérieur. Il y a certaines serres qui font des fraisiers, mais la vaste majorité des fraisiers sont produits à l'extérieur. D'accord. Et Anne-Isabelle Lacordaire signale que c'est pour cette raison que cet auxiliaire, Nabis, n'a pas fait l'objet de commercialisation. Parce que justement il était aussi agressif vis-à-vis d'autres auxiliaires. Voilà. Donc. Ouais. Il y a toujours, c'est ça, c'est toujours de bien calculer son coût. Je vous laisse peut-être passer à la troisième partie. Oui. Troisième partie qui est une plus petite partie. Elle débouche, en fait, elle découle plutôt de recherches qu'on fait sur la punaise terne, mais dans laquelle on observe la présence de Nabis. Donc, c'est pas des projets qui sont destinés spécifiquement à Nabis, mais qui nous donnent des indices sur comment on pourrait aménager l'environnement de façon à favoriser son travail. Donc ici, c'était un projet, une année, là, j'avais fait chez un producteur de fraises, et lui, il laissait comme une espèce de bande de plantes sauvages. C'était de lui que je m'étais inspiré d'ailleurs pour mes parcelles en 2019. Dans laquelle on retrouvait quand même beaucoup de Nabis, beaucoup de punaise terne. Et nous, on avait aménagé du tournesol et de la molène pour des tests là, pour ce projet-là spécifiquement. Le truc, c'est que on a tendance en agriculture à aménager des environnements très intensifs et très simplifiés. Comme on voit ici sur cette photo-là, on voit du sable, du plastique, et des fraisiers sur une superficie quand même relativement grande. Et là, derrière la photographe, il y a la répétition de ce qu'on voit ici. Là. Donc, vraiment peu ou pas du tout de diversité au niveau des plantes. Et on peut même parler de diversité génétique alors que c'est des plantes qui sont tous issues du même cultivar, donc génétiquement très rapprochées aussi. Donc, un milieu qu'on considère en écologie relativement pauvre. Et ça a des conséquences sur l'efficacité des agents de lutte biologique sur la punaise terne et les conséquences économiques que cause la punaise terne. Par exemple, ici, c'est une étude assez récente qui a été menée dans l'État de New York et qui a été publiée en 2018 par Grab et son groupe.
Elle, ce qu'elle a observé, elle a observé le taux de parasitisme de la punaise terne, donc d'un parasitoïde, en fonction des paramètres du paysage à proximité des fraisières. Donc, dans un rayon de 750 mètres, elle a défini les différents éléments du paysage, par exemple une fraisière, un milieu humide, un milieu naturel. Et elle a déterminé que plus il y avait d'habitat naturel alentour des fraisières, plus le taux de parasitisme de la punaise terne était élevé. Et donc, ça l'engendrait une diminution, évidemment, des punaises ternes en fonction de, plus qu'il y avait d'habitat naturel, moins qu'il y avait de punaises ternes dans le système. Et donc, plus qu'il y avait une production de fraises élevée dans ce système-là, et donc qui était associée à une quantité réduite de punaises ternes. Donc, c'est-à-dire qu'un milieu où il y avait un habitat naturel assez fréquent, il y avait plus de parasitisme, moins de punaises ternes, moins de dommages aux fruits et donc une meilleure production. C'est donc dire, à l'inverse, que plus vous intensifiez votre milieu, plus vous êtes vulnérable à la punaise terne et moins votre milieu est résilient. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là de comment est-ce qu'on peut créer un milieu résilient, favorable aux agents de lutte biologiques et qui permet de faire des gains au niveau de la production. Donc, comme je vous disais, on s'intéresse aux plantes pièges pour la punaise terne, mais dans lesquelles on remarque qu'il y a beaucoup aussi Nabis, donc il devient des plantes réservoirs pour Nabis. Et donc, je vous présente les résultats de nos observations de Nabis sur ces plantes-là dans différents projets. Un projet qu'on a mené en 2020 sur des plantes réservoirs avec différentes dispositions. On avait évidemment des fraisiers à proximité pour comparer. Et on avait différents types de plantes. On avait le canola, la moutarde et le sarrasin. Et des bandes pièges où on avait ces trois espèces-là, donc canola, moutarde et sarrasin en quantité équivalente. Excusez. Et donc, on a fait le suivi durant l'année. On observe la fréquence des Nabis. Donc, ici, c'est pas le nombre de Nabis, c'est la présence ou l'absence par parcelle. Et ce qu'on remarque, c'est que dans le canola, elle était quand même assez fréquente. Donc, dans 30% des parcelles, on observait Nabis. Alors que dans les autres parcelles, c'était plutôt variable dans la saison. Donc, ça nous dit que le canola, probablement une plante relativement intéressante pour Nabis, quoique les autres peuvent l'être aussi. En 2019, on avait fait un projet relativement similaire sur plusieurs autres plantes et on avait des plantes où on voulait avoir des bandes pièges d'automne, où on faisait le suivi de la punaise terne en dehors de la saison de production dans le but de réduire sa densité de façon préventive. Donc, de l'attaquer avant sa période d'hibernation pour avoir moins d'individus qui sortent de leur hibernation au printemps et donc d'amenuiser la population l'année suivante. Et ce qu'on remarque, c'est que l'été, déjà la fréquence d'un Nabis dans le canola cette année-là avait été un petit peu moins bonne. La plante qui avait été la plus intéressante, c'était la moutarde. Mais en fin d'année, la fréquence de Nabis était très importante dans la molène. On avait, dans 60% des plants, on avait la présence de Nabis. Et je ne présente pas les résultats sur la punaise terne, mais c'est aussi une plante très exploitée par la punaise terne. J'ai une photo qui en parle un peu plus tard. Donc, on voyait aussi le tournesol avait un certain intérêt à l'automne, mais c'était, et le sarrasin aussi, mais c'était surtout la molène qui était intéressante. D'ailleurs, on voit ici sur la photo, donc la punaise Nabis Americoferus à proximité d'une punaise terne. Puis aussi, on voit un petit intrus ici, c'était un puceron, probablement Aphis neri. Et je crois que dans les autres photos que j'ai, en fait, la punaise Nabis, elle a choisi le puceron dans ce cas-ci, où la punaise terne a pu s'en tirer. Mais on voit qu'ils vont se retrouver les deux sur la même plante haute. Et un des avantages de la molène à l'automne, du moins chez nous, c'est que les autres plantes alternatives commencent à flétrir, commencent à mourir, sont moins intéressantes, alors que la molène reste verte, elle reste une ressource alimentaire assez intéressante pour les punaises.
Et donc, vu que la punasterne se retrouve devant de moins en moins d'options, elle se retrouve à se densifier dans la molène. Par exemple, ici, juste sur cette photo-là, on en voit 7 punasternes et c'est juste une feuille. Moi, j'en observais des 25-30 punasternes par molène. Donc, imaginez le dommage que peut faire la punaise nabis à ce moment-là. Ça peut être vraiment important et ça peut être réellement intéressant pour donner un gros coup préventif sur la population de punasternes. Et donc, avoir, si on pense de façon plus globale, avoir un impact qui est non seulement durant la saison de production, mais en dehors de la saison de production, et donc d'étirer le moment à laquelle les nabis sont très efficaces. Et donc, l'ensemble des résultats que je vous ai présentés aujourd'hui, tranquillement, nous amène vers une stratégie. On n'est pas rendu à avoir une stratégie bien définie, on est vraiment juste dans la suggestion encore. Mais ce qu'on voit, c'est que déjà l'aménagement de plantes réservoirs, plantes pièges l'été, c'est une stratégie à adopter pour protéger les fraisiers. Ici, nous, je ne sais pas si ça existe en France, mais le canola chez nous, ça semble être une espèce vraiment importante. Dans plusieurs projets ici, dans les sujets que je te présentais, le sarrasin semble plus ou moins important, mais le sarrasin vraiment joue un rôle. Ça fonctionne très bien aussi pour la punasterne. Et l'aménagement de plantes pour l'automne, pour continuer d'avoir un impact sur la punasterne avec nabis, c'est à peu près certain que la molène joue un rôle extrêmement important dans ça. Éventuellement, comme on parlait au début, il y a des moments de l'année où nabis est moins efficace, ben ça prendrait peut-être des introductions. À ce moment-là, on verra dans les périodes creuses. Et est-ce qu'on peut utiliser Orius aussi? Bien, on verra bien. Ce qui amène à la conclusion de ma présentation. Je veux juste remercier mes collègues, Maud Ariane et Mylène, qui travaillent beaucoup directement avec moi. Chiara, qui nous vient d'Italie, qui travaille avec Pierre pour sa maîtrise, qui l'aide beaucoup aussi. Et le financement nous vient de différents programmes fédéraux au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup François. Voilà, on découvre un monde nouveau. Alors pas complètement nouveau puisqu'il y a pas mal d'expériences avec les nabis en France ici. Il y a une question sur le stade des plantes. Vous avez parlé des plantes, l'intérêt des différentes plantes hautes, si j'ai bien compris. Est-ce que le stade des plantes a été décrit? Est-ce qu'il y a des stades préférentiels, si je comprends la question? Oui, c'est sûr que quand le plant est en fleurs, ça va vraiment mieux que quand le plant n'est pas en fleurs, à part pour la molène. La molène, c'est une plante biannuelle. Puis nous, on l'utilise exclusivement pour sa phase végétative. Et ça fonctionne très bien. On n'a même pas fait le suivi encore avec la molène en fleurs. Mais pour l'avoir étudié durant mon doctorat, j'ai jamais vraiment remarqué de nabis dessus. Beaucoup d'Orius, par contre. Puis pour les autres plantes, par exemple, la moutarde qui est extrêmement efficace, c'est une plante qui va attirer beaucoup de punasterne, mais elle flétrit très vite. Donc, ce qu'il va avoir, il va avoir un gros effet de débordement après. Donc, la population de punasterne va augmenter là, puis après va migrer vers le fraisier. Donc, c'est moins intéressant que le sarrasin ou le canola, par exemple. Alors, il y a un commentaire de Jean-Claude Stretto qui dit que en France, il y a beaucoup de punaises qui hivernent en fait sous les rosettes de molène. Ouais. Donc c'est effectivement une plante qui a l'air très intéressante pour la phase hivernale, en tout cas de ces punaises. Ouais, c'était cette idée-là que je m'étais. C'est parti un peu de la gauche, là, mais cette idée-là, c'est que j'ai vu que c'était une plante qui était exploitée. Puis c'est un peu niaiseux, mais j'étais inspiré de Napoléon quand qui a été s'embourber à Moscou et qui s'est retrouvé dans le fond pris par l'hiver. Je me suis dit, on va faire un peu la même chose avec la punasterne. On va l'attirer dans un coin et on va lui faire vivre l'hiver québécois, vous comprenez? Et c'est un peu avec cette idée-là que je suis parti sur ce projet-là. Donc comme quoi, on peut s'inspirer de plusieurs choses quand même. C'est bien, des références historiques. Moi, j'ai une question sur les distances de déplacement. Est-ce qu'on connaît parce que quand on parle de zones sur lesquelles on met des plantes refuges comme ça, est-ce qu'on a une idée de la distance de déplacement ensuite?
Déplacement non, j'en ai pas encore d'idée. C'est extrêmement difficile à tester. En fait, on a voulu tester des individus en les marquant avec un petit peu de peinture dessus. On n'en a jamais retrouvé. On en a lâché beaucoup, on les retrouvait pas. C'est plutôt difficile. Il y a des chercheurs, dont un que j'ai cité, Adler, 2018. Eux, ils ont utilisé des marqueurs génétiques et ils ont pu retracer les punaises, la punaise terne dans leur cas. Et dans le cas de l'utilisation dans leurs travaux à eux, les bandes pièges concentraient beaucoup la population de punaises ternes. Il y avait un léger effet de débordement sur les fraisiers à proximité, mais il n'y avait pas un gros déplacement vers les fraisiers plus éloignés. Donc, ça avait quand même une bonne tendance à les concentrer à un endroit. Et puis, un abysse, quand on se retrouve dans un endroit où la punaise terne est concentrée, devient très efficace à ce moment-là parce qu'elle a un taux de rencontre élevé avec sa proie. D'accord. Alors, il y a une question de Benjamin Coussy sur les lieux d'hivernation de Ligus et de Nabis. C'est à peu près similaire, puis comme ça a été suggéré, on le voit ils vont hiberner très proche des plantes hautes qu'elles vont exploiter à l'automne, donc la molène, et elles vont se trouver dans le feuillage. Puis la molène offre quand même, en plus d'offrir de la nourriture, elle offre une protection, puisqu'elle va couvrir le sol. La neige ici va venir couvrir, puis va faire une isolation. Donc, au niveau du sol, il fait environ 4 degrés Celsius. Les punaises sont protégées. C'est leur manière de hiberner. Vous avez des molènes partout? Vous avez des molènes? Il y en a beaucoup. C'est vraiment fréquent. Ça a toujours été considéré comme une mauvaise herbe par les producteurs, puis ils sont de plus en plus surpris que je suggère d'en planter. Faut faire toujours attention quand on parle d'une mauvaise herbe, je pense. Et il faut essayer de comprendre son rôle écologique avant d'essayer de l'enlever puis de simplifier son environnement. J'ai une autre question aussi. Est-ce que vous avez parlé d'agressivité tout à l'heure? Est-ce qu'il y a d'autres comportements parce que je pensais notamment à la déplacement ou à l'agitation de l'individu. Est-ce qu'un individu agressif est beaucoup plus agité qu'un individu? Est-ce qu'il y a d'autres caractères phénotypiques qui sont liés à l'agressivité? Oui, absolument. Les études de personnalité animale, ils décrivent cinq caractéristiques. L'agressivité en est une, mais tu as aussi le niveau d'activité. Il y a la sociabilité. Il y a la peur ou le niveau de hardiesse que va avoir un individu. Et l'autre, je crois que c'est l'activité, je ne sais plus si je l'ai dit, en tout cas, c'est des caractéristiques différentes et qui vont être reliées. Donc, par exemple, un individu agressif, nous, on l'a pas encore mesuré, ça s'en vient, va possiblement être aussi plus courageux ou devant ses prédateurs, ou peut-être plus stupide, si on peut dire, ou plus à risque, il va prendre plus de risques d'être devant des prédateurs. C'est des caractéristiques qu'on va observer. Déjà, on observe le cannibalisme. C'est sûr qu'avec nos élevages, ce qu'on fait avec les jeunes, c'est qu'on les redistribue dans des petites boîtes où on leur donne des ressources. Et les dociles, on peut en mettre 4-5 ensemble, puis ils finissent par arriver adultes, on en a 4-5. Tandis que quand on fait ça avec la lignée agressive, on se ramasse à la fin, on en a 1 ou 2 qui ont survécu. Donc, on voit déjà que ça complique beaucoup les élevages. D'accord. Bon, je crois qu'on va arriver au terme de cette conférence. Merci beaucoup, François. C'était vraiment passionnant. Enfin, moi, j'ai été passionné, mais je vois qu'il y a des commentaires aussi enthousiastes. Donc, un tout grand merci. J'espère qu'on pourra se voir à Montpellier cette année. Ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera, en tout cas, si on peut se déplacer, ce que tout le monde souhaite. Et puis, il y aura probablement un prochain rendez-vous Webifil au mois de février, fin février ou début mars. C'est pas encore complètement calé, mais on vous tiendra au courant. Voilà. En tout cas, un grand merci. Féliciter toute l'équipe du Canada. Et puis, encore merci et j'espère à bientôt. Merci de l'invitation. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Avec plaisir. Merci. Au plaisir. Bye bye.